Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve comme toujours pour décortiquer l'actu PSG avec pour aujourd'hui du loft des indésirables et l'analyse d'un joueur associé au club depuis une bonne semaine dans les médias. Allez, commençons avec une rumeur qui était plus que prévisible. Vous le savez tous, certains joueurs, les indésirables, sont restés au camp des loges pour s'entraîner avec les jeunes mais surtout pour les pousser vers la sortie parce qu'ils n'ont pas leur place dans le nouveau projet. Ce sont des parasites, bien sûr, il y en a la plupart d'entre eux qui vont s'accrocher à leur contrat, Ander Herrera, d'autres qui vont un petit peu tout faire, entre guillemets, un effort financier pour partir, là désolé, j'ai pas de nom en tête, et d'autres encore qui vont être un petit peu frustrés, qui risquent de générer de l'énervement contre le club, et on l'espère pas évidemment, nuire à l'ambiance en fait, au centre d'entraînement. Mais dans tous les cas, chacun de tous ces joueurs ont utilisé leur agent comme relais pour faire fuiter bien sûr toute leur frustration dans la presse. C'est arrivé aujourd'hui, le Parisien a fait un papier dans lequel il est dit qu'au sein du loft, il y a de la frustration qui commence à se créer, et Saber Defarge a précisé que oui, il y en a, et que surtout ça risque de devenir problématique si les départs voulus ne sont pas effectués en fait dans l'été, parce que tout au long de la saison, ça risque d'être compliqué. Évidemment que ça, tout le monde le sait, pas besoin d'avoir des infos. L'équilibre d'un vestiaire ne repose pas sur tes titulaires, mais sur ceux que tu ne fais pas jouer en fait, sur tes remplaçants, les joueurs de rotation, parce que l'idée c'est de les gérer humainement pour pas qu'ils soient frustrés et qu'ils se retournent, rebiffent contre toi, ou alors en fait qu'ils usent de leur relation humaine avec les titulaires pour par la suite retourner les titulaires contre toi, créer des clans, bref, vous savez comment un vestiaire fonctionne, et c'est là tout le nœud du problème pour Luis Campos. C'est vrai que faire un loft, ça plaît aux supporters parce que médiatiquement, c'est très clivant, et bien sûr, on en a tellement marre en fait, on est tellement lassé de tous ces mecs que ça fait du bien. Voilà, de les voir rester à Paris, de les voir dans leur bulle. Mais de l'autre côté, il y a d'autres réalités. Il faut préserver l'équilibre du vestiaire et bien sûr, si tu veux les vendre, les faire jouer avec les jeunes et leur donner aucune minute de temps de jeu, déjà d'un point de vue du rythme, les clubs acheteurs va les trouver, va trouver un mec qui va te signer un garçon qui n'a pas joué depuis 6 mois, 1 an. Là aujourd'hui t'as Kurzawa, mais l'année prochaine du coup ce sera les Herrera, les Wijnaldum, les Rafinha s'ils ne partent pas. Et puis en matière de prix, si tu veux tirer quelque chose de ton joueur, c'est tout de suite plus compliqué. Le club vendeur se retrouve tout de suite en position de force. Donc c'est pour ça que le loft, je suis assez mesuré en fait dessus. Il y a beaucoup de pour, mais il y a aussi quand même des points de nuance qu'il faut mettre en avant. Mais aujourd'hui, il y a eu une autre information qui va un petit peu contredire ce que je dis depuis 2 minutes. Wijnaldum, on le sait, Campos et Antero Henrique ont beaucoup voyagé en Italie pendant le mois de juin pour négocier les dossiers Skriniar et Scamacca, mais aussi pour proposer un petit peu nos indésirables à tout le monde. On sait très bien que l'AS Roma est un petit peu aujourd'hui notre poubelle. José Mourinho, si je dis pas de bêtises, c'est José Mourinho qui a lancé Luis Campos. Donc les deux ont évidemment une relation assez privilégiée, et Luis Campos n'a pas hésité à faire appel à son pote pour, bien sûr, refourguer un petit peu certains de nos joueurs, dont Wijnaldum. La Roma en a fait sa priorité selon Loïc Tandy pour le journal de l'équipe. Lui veut quitter le PSG et aller se relancer là-bas. Donc là, bien sûr, premièrement, on loue la volonté du joueur de s'en sortir, tout simplement d'aller chercher du temps de jeu plutôt que de s'accrocher à son contrat, comme le fait Ander Herrera, ou plus avoir d'ambition sportive, comme un Layvin Kurzawa par exemple. Voilà, l'année dernière, c'était Sarabia qui était un petit peu dans sa situation, ça s'est concrétisé puisqu'il est allé au Sporting, même si c'était dans le cadre d'un prêt, et en plus il a fait une super saison. Donc là, on espère que Wijnaldum va concrétiser tout ça, même si la volonté c'est bien, mais sur son cas, il y a le salaire. On l'a signé libre, on l'a complètement surpayé. Aujourd'hui, voilà, son statut d'indésirable est complètement surpayé, et donc il faut qu'il fasse un effort financier, parce qu'aujourd'hui l'équation est très difficile à résoudre. On ne connaît pas la volonté du PSG en fait avec les indésirables. Est-ce que Luis Campos, parce qu'il crée un loft, c'est quand même assez extrémiste de mettre les indésirables de côté, pas de problème. Mais est-ce que dans les négociations, il est tout aussi extrémiste avec les clubs acheteurs? Est-ce qu'il impose un achat sec? Ou alors, est-ce qu'il est plus flexible? Est-ce que le PSG accepterait un prêt avec, évidemment, qui dit prêt, dit prise en charge à moitié ou au moins à 25-30% du salaire du joueur, parce que c'est démentiel en fait. Les Herrera, Wijnaldum, Icardi et tout ça.
De sources italiennes, le PSG veut un prêt, accepte un prêt, mais avec une option d'achat obligatoire pour moins de 15 millions d'euros concernant Wijnaldum. Voilà, et il y a aussi des clubs anglais, donc ça fait plaisir de voir plusieurs clubs dessus. Possibilité de faire de la surenchère et on voit que le joueur n'a pas perdu totalement sa cote malgré son âge et sa saison catastrophique tout simplement. Là, il y a de nouvelles perspectives avec le nouvel entraîneur. Bon, il est arrivé, je pense que c'est la pire recrue du mercato dernier, ça on est tous d'accord là-dessus. Ses débuts étaient compliqués, on le défendait, on disait les gars, il sort d'un euro qu'il a loupé avec les Pays-Bas, il est peut-être aussi émoussé parce qu'il a commencé le foot professionnel jeune et du coup aujourd'hui il lui faut peut-être plus de temps pour atteindre son summum physique, peut-être que Pochettino l'a pas vraiment rodé tactiquement, il y a eu une période où Pochettino a compris Wijnaldum, où les deux vraiment se sont compris, c'est au mois de novembre, quand il met je crois un doublé contre Leipzig et après il enchaîne 2-3 matchs où il est plus haut sur le terrain, limite parfois excentré en tant que milieu droit, et là il est bon. Parce qu'il joue plus haut, même si bah, tu as toujours les lacunes, hein, évidemment. Wijnaldum devant, c'est pas possible aux côtés de Mbappé, Neymar, Messi. C'est bien gentil, mais on l'a pas recruté pour ça. Il n'a pas les qualités techniques pour se connecter avec eux. Et du coup, bah, en tant que numéro 8, impossible, quoi. Impossible. Il était. En plus, au-delà des mauvaises qualités techniques, du fait qu'il. Alors, il vient de Liverpool, il passe au PSG. C'est vraiment changer de galaxie complètement, parce qu'à Liverpool, tout le monde sait ce qu'il doit faire, et au PSG, tu es livré à toi-même, en termes de consignes de la part du coach, et de tactique, bien évidemment. Donc, ça, pareil, nuance et circonstance atténuante pour Wijnaldum. Mais je trouve qu'il avait même perdu en fait son côté athlétique, le peps qu'il avait dans les duels, il était vraiment très très mou. Voilà. Et c'est pas sa dernière saison à Liverpool qui allait nous mettre sur la piste contraire, parce qu'il restait quand même sur une saison en dents de scie. Bref, dans tous les cas, il y a volonté de se relancer, on espère que ça va se concrétiser, on parle pas trop vite, et puis s'il reste, bah, soit c'est loft, soit j'ai envie de dire quand même, on va jouer en 3-5-2, c'est son rôle un petit peu aux Pays-Bas, quand il est convoqué, le numéro 10, il peut le faire en fait. Ça peut t'apporter, pourquoi pas, de l'équilibre, parce que c'est pas quelqu'un qui va se livrer comme un Neymar ou un Messi à ce poste-là, et qui va courir un petit peu plus, même si de l'autre côté, techniquement, ce sera pas pareil, quoi. Aux abords de la surface, ça va être un petit peu compliqué. Donc bon, je balance cette idée comme ça. En fait, je balance l'idée du numéro 10 plutôt pour dire que là, dans un double pivot, c'est mort. Hein. Wijnaldum, faut arrêter, quoi. Et le mettre en tant que piston, à un moment donné, là, on joue avec Dina et Bimbe, il faut recruter, quoi. Voilà. Donc ça, on l'imagine même pas. Bref, Icardi. Alors lui, par contre, c'est tout l'inverse. Hein. Il veut pas faire de cadeaux et c'est vraiment très compliqué parce qu'on a recruté Hugo Ekitike. Aujourd'hui, on a Kalimundo qui fait une bonne préparation, qui a l'air plutôt en forme et qui a un profil assez intéressant. Donc Icardi se retrouve derrière ces deux joueurs-là, c'est une réalité. Luis Campos voudrait visiblement recruter un autre attaquant, donc ça va encore le reléguer. Problème, il a coûté 50 millions. En termes d'amortissement, c'est 12 millions et demi par an, plus son salaire qui est à 10 millions. C'est extraordinaire, quoi. C'est waouh, le fiasco est total. Pire transfert de l'RQSI, ça je fais que de le répéter. Monza, Nice et l'AS Roma s'y sont intéressés. C'est déjà un exploit qu'on ait 3 clubs sur lui. Eh ben non, 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 non. Lui, par contre, il n'est pas emballé. Mais c'était pareil quand il a quitté l'Inter Milan. Alors après, à l'Inter Milan, il avait quand même une attache affective. Au PSG, il n'est pas lié au PSG comme il était lié à l'Inter Milan, quoi. À l'Inter Milan, il a eu son prime et tout ça, même s'il y avait les histoires derrière qui sont venues tout entacher. Mais déjà à l'Inter, il arrive au 31 août, il fait le PSG, c'est un choix par défaut. Juste avant août, il y a plein d'autres clubs qui s'y intéressent, évidemment. Et surtout, l'Inter qui le pousse un petit peu vers la sortie. On a vu d'ailleurs, je crois qu'il était carrément à l'écart, dans une sorte de loft en fait. Hein. Je crois qu'il s'entraînait tout seul et qu'il jouait plus. Mais ça, j'en suis pas certain. Et du coup, ça a porté ses fruits. Puisqu'au 31 août, sur le gong, bon, t'as eu le PSG, gros pigeon évidemment, qui est venu te le prendre et qui en plus te renflouer tes caisses. Donc là, évidemment, c'est lamentable. Hein. Il faudrait s'en séparer, mais je crois qu'Icardi va falloir se le coltiner. Et pourtant, bah, en fait, il a un profil qui pourrait plaire à Galtier. Voilà, ça pourrait être un petit peu ce qu'a été Brandao à Saint-Etienne pour lui ou Bouraki Ilmaz à Nice, dans le sens vraiment cet attaquant point de fixation qui joue en pivot, même si Icardi aujourd'hui a plus aucune qualité technique en fait. Contrôle passe, il sait même plus faire. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de l'imaginer. Cet attaquant de surface en fait. Dans le 4-4-2 par exemple avec Thomas Tuchel, quand il était associé à Kylian Mbappé, c'était quand même pas mal. Mbappé c'est un joueur qui a fait scorer Icardi beaucoup. Il a fait beaucoup de passes décisives pour Icardi. Icardi, bon, a libéré de l'espace par moment à Mbappé, mais avant tout est nul à chier.
Donc ça, évidemment, on ne peut pas lui enlever. Hein. Et il veut pas faire de cadeaux. Donc ça, on est face à un problème qu'on connaît. Et puis Mukiele, dernière information, donc accord contrat long terme avec le joueur. Là, ça parle d'un prêt avec une option d'achat, donc qui serait quasi obligatoire, pour un petit peu moins de 15 millions d'euros pour faire passer sur le bilan financier prochain. Moi, ce que je me dis, c'est que, en fait, est-ce qu'on a des sous aujourd'hui? Est-ce qu'on a des sous? Parce que là, on est incapable d'augmenter notre offre de 3 ou 4 millions pour Renato Sanchez. Enfin, c'est pas qu'on est incapable, mais Luis Campos le veut pas, je rectifie. Scamacca, on propose 40, mais on veut pas s'aligner sur les 50. Skriniar, 60. Et je pense que sur tous ces dossiers, on retrouve le même problème, c'est-à-dire le mode de paiement. Comme avec Vitinha en fait. Si ça a bloqué pendant 15 jours et que ça s'est fait au tout dernier moment parce qu'il fallait que Porto rentre des sous avant la fin juin, c'était parce que eux, ils voulaient les 40 millions tout de suite et nous, il fallait un petit peu qu'on fasse un échelonnage en fait sur le paiement. C'est pour ça qu'on a fait appel à un affactureur. J'ai l'impression qu'on a quand même des petits soucis en fait au niveau des caisses, je sais pas. Ou alors Luis Campos veut avoir les comptes sains, mais bon, il faut le prévenir. Hein, on a des contrats qui sont complètement gonflés, qui nous rapportent, voilà, qui nous donnent des couilles en or tout simplement. Et puis on a un actionnaire, hop, qui réinvestit dès qu'on a un problème en fait. Donc on a un petit peu une assurance vie, une assurance tout risque. Bon, je sais pas trop en fait. Ce serait bien qu'un média fasse un papier là-dessus parce que c'est assez bizarre en fait cette volonté de faire des prêts avec option d'achat alors que de l'autre côté tu as quand même beaucoup de rumeurs qui si elles se concrétisent porteront ta note à 150-200 millions de mercato quoi. Bref, passons au sujet principal de la vidéo, Gonzalo Ramos, qui est associé au PSG, selon Fabrizio Romano, il est dans la liste des attaquants, donc on a signé Hugo Ekitike. Avant toute chose, je tiens à dire que Hugo Ekitike et Kalimundo, personnellement, ça me suffit, hein, surtout qu'on a d'autres chats à fouetter sur le mercato, là, à l'instant T. Recruter 2 pistons, un pour chaque côté, un défenseur central, et un milieu de terrain quand même. Là, il faut quand même quelqu'un capable d'être titulaire, qui va en imposer. Vitinha, bon, on l'a vu lors du premier match au Japon, il a bien démarré le match, mais derrière, il est apparu un petit peu emprunté. Je pense qu'il va falloir un petit peu d'adaptation, sans évidemment tirer aucune conclusion. Voilà, il va lui falloir une adaptation, c'est un fait. Et c'est normal, il est jeune, bien sûr. Mais voilà, recruter quand même quelqu'un capable d'être titulaire tout de suite en puissance, ça ferait du bien. Surtout que Paredes, alors lui, il est encore blessé. Là, pour Verratti, tout le monde est là. Je rappelle quand même que Riolo a dit en 2020 que Paredes était meilleur que Verratti et qu'il fallait qu'au PSG, on joue avec un double pivot Paredes-Gay. Ouais. Paredes joue quasi autant que Verratti en fait. Et loupe quasi autant de matchs que Verratti en termes de fiabilité physique. J'aimerais le mettre en avant. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Tout simplement. Voilà. C'est des bouts de match, c'est une vingtaine de matchs par saison, c'est je fonce avec l'Argentine, je me blesse, je reviens, et puis hop direct, dès qu'il y a eu un nouveau rassemblement, même si je suis encore en convalescence, bah j'y vais, vas-y, je me tape les 9 heures d'avion, le décalage horaire, et puis une fois que je suis là-bas, évidemment, mon sélectionneur, il s'en fout, quand il va me retrouver dans 3 mois, je vais être frais, donc il muse, et je reviens au camp des loges pour faire des soins. Bref, ça c'est un peu compliqué, donc au milieu de terrain, recruter. Bref. Dans tous les cas, c'est pas une priorité. Gonzalo Ramos, joueur du Benfica, 21 ans, contrat jusqu'en 2026 quand même, hein, qui est coté qu'à 14 millions par Transfermarkt. Pour acheter 4 ans de contrat, ça me paraît bizarre. Bon, par contre, évidemment, les exigences de Benfica sont à 40 millions d'euros, comme tous nos dossiers d'ailleurs en attaque. Il a joué une partie de sa formation en 8. Et du coup, je commencerai l'analyse par là, parce que ça explique son jeu de haut but, sa capacité à conserver le ballon et changer dans les petits espaces, même si c'est plutôt quelqu'un qui affectionne les ballons dans le sens du jeu et qui a de très bonnes qualités de finisseur et surtout de déplacement dans la surface. Hors de la surface, c'est un petit peu compliqué pour lui de se déplacer, même s'il en a besoin en fait pour son jeu, c'est pas quelqu'un qui va être fixe. Mais par contre, dans la surface, on va le développer, il est vraiment très très bon. Donc voilà. Au début 8, ensuite il évolue un petit peu jusqu'à aujourd'hui être un faux numéro 9, un attaquant de soutien, un second attaquant, mais pas capable visiblement de jouer tout seul. Ça tombe bien, ça colle avec le projet du PSG qui est de jouer à 2 attaquants. Bon, il a un vrai volume de jeu comme je le disais, c'est quelqu'un qui va beaucoup bouger, donc pas vraiment le point de fixation que Galtier cherche, parce qu'il a toujours eu un attaquant style point de fixation, on ne l'a pas aujourd'hui, que Campos trouve en Scamacca, par exemple. Mais voilà, chez Gonzalo Ramos, tu vas pas trouver ça. Parce qu'il a besoin de bouger, s'investir beaucoup, avoir une certaine débauche d'énergie, pas dans l'aspect défensif, mais quand tu as le ballon et tout ça, c'est quelqu'un qui va vraiment tout faire pour essayer de se mettre dans les meilleures dispositions, dans des intervalles entre les défenseurs. Bref.
Comme je disais, donc dans la surface, pour créer une ligne de passe, il bouge beaucoup. Parfois, il fait le genre d'appel contre appel pour évidemment se faire oublier, partir dans le dos d'un défenseur ou alors se retrouver entre deux pour être capable de recevoir le ballon, se mettre en position de frapper ou alors de reprendre un centre parce qu'il a un bon jeu de tête. Ça, c'est à signaler. Et en termes de finition, je dirais que c'est quelqu'un d'assez spontané. Il ne va pas toucher la balle 15 000 fois avant de tirer. Bam, une touche, deux touches grand maximum, voire évidemment direct. Tir, bon sens du but, avec une bonne finition, même si cette saison il n'a pas forcément beaucoup marqué. En jeune, il marquait beaucoup, hein. C'était un vrai finisseur. Donc ça fait plaisir à voir quelqu'un, parce que bon, sur toutes les zones de terrain, tu as un spécialiste. Là, tes couloirs aujourd'hui sont occupés par Mendes, Achraf Hakimi, pas de problème. Euh, En défense, bon, tu joues à 3, à savoir qui sera titulaire, mais dans tous les cas, d'ailleurs, Sergio Ramos à droite, dans une défense à 3, là, Christophe, faut qu'il arrête tout de suite. C'est pas possible de mettre Ramos à son âge et après la saison qu'il vient de faire, à savoir donc sans rythme, à droite de la défense à 3. Faut absolument qu'il joue dans l'axe, parce que à droite, c'est-à-dire qu'en fait, quand il se retrouve face à des ailiers ou dans les 1 contre 1, comment te dire que ça va être très compliqué et que le garçon va vite se faire ridiculiser. Donc par respect pour Sergio Ramos, si on pouvait le mettre dans l'axe, ce serait plutôt pas mal. Bien sûr, une fois qu'il aura du rythme, on pourra peut-être penser à le mettre à droite, mais ça m'étonnerait parce qu'il a déjà joué dans des systèmes à 3, je crois dans le Real de Zidane, et c'était déjà pas une grande réussite, quoi, hein. Voilà, il n'a pas été vraiment toujours à l'aise dans ce système-là. Donc c'est pour ça, vite Skriniar pour la gestion des duels et de la profondeur. On l'a vu d'ailleurs lors du match amical contre Kawasaki. Bref, je m'égare. Gonzalo Ramos a un bon jeu de haut but. Bon, pour défendre, c'est pas un Cavani, hein. C'est pas quelqu'un qui va occuper d'autres zones, qui va courir, se démener complètement. Non, pas trop de débauche d'énergie. Quand c'est dans sa zone, pas de problème, il va être intelligent pour couper les circuits de passe, aller mettre un petit peu d'impact. Pas trop non plus, c'est pas quelqu'un qui est très agressif. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu avais avec Di Maria par exemple. Il prenait souvent des jaunes parce que le mec, il sait pas tacler Di Maria quoi. Mais il faisait souvent des tacles trop agressifs, des tacles d'attaquant, que Neymar, Messi ne font pas. Mbappé sont évidemment empruntés, alors quand ils courent, déjà c'est bien. Si en plus tu leur demandes d'être agressif, bon là c'est un petit peu leur demander le bout du monde quoi, la mer à boire. Mais bon, Hugo Ekitike déjà, lui, c'est vraiment celui de tous nos attaquants aujourd'hui dans l'effectif, et même si tu rajoutes Gonzalo Ramos, qui s'investit le plus au pressing, et qui est vraiment le plus actif, grosse débauche d'énergie. Ça, j'insiste dessus en fait. Hugo Ekitike est vraiment très très bon dans ce registre-là. Vraiment, il va beaucoup nous aider pour garder le ballon le plus haut possible et gêner l'adversaire. Bien sûr, il faudra qu'il soit suivi par ses deux autres compères, Messi ou Neymar et Kylian Mbappé. Donc voilà un petit peu pour Gonzalo Ramos. Bon, personnellement, pépite portugaise, oui, je veux bien que. En plus, il est suivi depuis quelques années par Luis Campos. On sait tous que de toute façon, il ne recrute pas de joueurs qu'il suit depuis moins de 3 ou 5 ans. Donc il connaît parfaitement ses joueurs et leur évolution. Mais dans tous les cas, voilà, Benfica en demande 40 millions. Pour moi, même un prêt avec une option d'achat qui rentrerait sur l'exercice financier de l'année prochaine ou de je ne sais quand, non. Là aujourd'hui, on pourra peut-être revenir à la mi-août. Voilà, si à la mi-août on a recruté un milieu, des pistons, un défenseur central, qu'on a réglé quelques ventes, qu'on a assaini les comptes au niveau de la masse salariale, là on pourra discuter pour recruter un deuxième attaquant. Mais aujourd'hui, franchement, Kalimundo, Ekitike, Mbappé, Messi, Neymar, à moins que tu veuilles te séparer soit de Messi, soit de Neymar, et que tu aies vraiment l'intime conviction que ça va se faire, moi j'y crois pas du tout, je vois pas pourquoi tu recruterais en fait un autre attaquant aujourd'hui. Voilà, ça je comprends pas cette obstination, mais bon, ça s'est quand même bien refroidi, les rumeurs, depuis la signature du Ekitike. Voilà, Scamacca c'est complètement au point mort, hein, parce qu'on propose 40 et Sassuolo en veut 50, et nous, voilà, on veut pas tomber dans la surenchère, avec West Ham qui eux proposent un petit peu plus de 40 avec les bonus. Bref. Donc voilà, et puis en plus on a Pablo Sarabia qui peut dépanner en tant que numéro 10, peut-être aussi en piston, parce que c'est quelqu'un voilà, qui est un petit peu bricoleur, homme à tout faire. Mais c'est vrai que là, j'aurais dit Draxler, mais il est au loft. Et puis surtout, avec lui, il y a une vraie marge de manœuvre pour le faire partir cet été. Il n'y a pas de rumeur sur Draxler et ça m'inquiète un peu parce qu'il y a la Coupe du Monde. Lui, sait très bien qu'à la Mannschaft, il a quand même un rôle à jouer. Il peut se retrouver à être titulaire lors d'un match de poule de cette Coupe du Monde ou alors entrer lors d'un match de phase finale.
Et évidemment, là, du coup, pour toi, ton mercato, il y a moyen, en fait, de lui mettre la pression là-dessus, dans cette dimension-là. Et il avait même fait d'ailleurs une déclaration en mai qui allait dans ce sens. Je vais me poser, je vais regarder un petit peu pour mon avenir. Et je pense qu'en début de vidéo, quand je parlais des joueurs frustrés, c'est lui qui en fait partie, bien évidemment. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like. Si c'est le cas, c'est dommage parce que Draxler, José Mourinho n'en voudra pas. Hein. Alors José Mourinho, il est gentil, il nous veut Wijnaldum et Icardi, mais Draxler, ça m'étonnerait qu'il en veuille. Hein. Un joueur aussi nonchalant, je crois pas que ça va coller avec José. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis, prenez soin de vous.